Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Romy Schneider en a gardé beaucoup. Sur sa douleur. Sur ses nuits sans sommeil. Sur ce corps qui lâchait prise. Sur cette vie qui partait en morceaux, doucement, inexorablement, pendant que le monde continuait de l'applaudir. Pendant des années, elle a souri pour les caméras. Elle a répondu aux questions avec cette grâce qu'on lui connaissait. Elle a tourné des films, traversé des tapis rouges, signé des autographes. Et derrière tout ça, elle portait quelque chose que peu de gens ont vu. Quelque chose qu'elle n'a commencé à dire qu'à la toute fin, quand il n'y avait plus rien à perdre. Romy Schneider est née le 23 septembre 1938 à Vienne, en Autriche. Fille d'une famille d'acteurs, elle entre dans le monde du spectacle presque avant d'avoir le choix. À 16 ans, elle tourne. À 17 ans, elle devient Sissi. Et du jour au lendemain, elle appartient au monde. Pas à elle-même. Au monde. Ce détail est important. Parce que toute la vie de Romy Schneider peut se lire comme une longue tentative de se réapproprier ce qu'on lui a pris très jeune. Son identité. Sa liberté. Le droit de ne pas plaire. Le droit d'être autre chose qu'un visage sur une affiche. Elle quitte l'Autriche. Elle s'installe en France. Elle se réinvente. Elle tourne avec Visconti, avec Sautet, avec Zurlini. Elle devient une actrice adulée pour des raisons différentes de celles qui avaient fait Sissi. Plus sombre, plus vraie, plus libre. La France lui offre ce que l'Autriche ne lui avait pas donné, le droit d'être complexe. Mais la complexité a un coût. Et Romy le paie. Les amours déçus s'accumulent. Alain Delon, le grand amour de jeunesse, la quitte pour une autre. Le mariage avec Harry Meyen, père de son fils David, tourne au drame. Celui avec Daniel Biasini, père de sa fille Sarah, ne dure pas non plus. Romy aime fort. Trop fort peut-être. Et chaque rupture laisse une trace que le maquillage ne couvre pas. Parallèlement, son corps commence à envoyer des signaux. Des signaux qu'elle ignore aussi longtemps qu'elle peut. Elle souffre de problèmes rénaux depuis le début des années 1970. Des douleurs chroniques. Des hospitalisations discrètes. Des opérations dont elle parle peu. Elle continue de tourner malgré tout. Parce que s'arrêter, pour Romy, c'est mourir d'une autre façon. En 1980, elle donne une interview qui marque ceux qui la lisent. Elle y parle de fatigue, de solitude, de ce sentiment étrange d'être connue de tous et comprise de personne. Ce n'est pas encore le grand silence brisé. Mais c'est une fissure. Un début. Et puis arrive 1981. L'année qui change tout. Le 5 juillet 1981, son fils David Meyen, 14 ans, meurt dans un accident à Saint-Germain-en-Laye. Il tente d'escalader un portail en fer forgé. Il glisse. Une pointe le transperce. Il meurt d'une hémorragie interne avant que les secours puissent intervenir. Romy est sur un tournage quand elle apprend la nouvelle. Elle raccroche le téléphone. Et quelque chose en elle s'éteint ce jour-là. Définitivement. Ceux qui la voient dans les semaines qui suivent parlent d'une femme méconnaissable. Pas dans son apparence. Dans ses yeux. Dans sa façon d'être présente sans être là. Elle continue de travailler parce qu'elle a des engagements. Parce que l'argent est nécessaire. Parce que le plateau de tournage est le seul endroit où elle sait encore qui elle est. Mais Romy Schneider ne se remet pas de la mort de David. Elle le dit. Pas en conférence de presse. Pas dans les grands médias. Dans des conversations privées, dans des lettres, dans ces moments où la garde baisse et où la vérité sort malgré soi. Elle écrit une lettre ouverte publiée dans la presse allemande. Une lettre de colère pure. Elle y dénonce les photographes qui ont immortalisé son fils mourant avant même l'arrivée des secours. Une lettre qui dit tout sur l'état dans lequel elle se trouve. Une mère qui hurle. Une femme qui n'a plus rien à protéger parce qu'elle a déjà tout perdu. Dans les mois qui suivent, sa santé se dégrade visiblement. Les reins lâchent davantage. Elle subit une opération lourde à l'automne 1981. Elle maigrit. Elle dort mal. Les médicaments remplacent les nuits. Et l'alcool, parfois, remplace les médicaments. Pourtant, elle tourne encore. En 1981 et 1982, elle enchaîne les projets. Comme si s'arrêter signifiait se retrouver seule avec la douleur. Comme si le mouvement perpétuel était la seule façon de ne pas sombrer complètement. Ceux qui travaillent avec elle à cette période racontent une femme qui arrive sur les plateaux avec une ponctualité militaire, qui connaît ses textes,
qui donne tout ce qu'elle a, mais qui, entre les prises, s'assoit dans un coin et regarde dans le vide, qui ne plaisante plus comme avant, qui ne rit plus de la même façon. Romy Schneider est en train de dire au revoir. Pas avec des mots, avec sa façon d'être, avec cette présence qui ressemble de plus en plus à une absence. Et puis, au début de l'année 1982, quelque chose change. Elle commence à parler. Pas à tout le monde, pas dans les grands médias, mais elle parle, à ses proches, à quelques journalistes en qui elle a confiance. Elle dit qu'elle est épuisée. Elle dit qu'elle a mal. Elle dit que la mort de David a fracturé quelque chose en elle qu'aucun médecin ne peut réparer. C'est ce silence-là qu'elle brise. Pas un scandale. Pas une révélation fracassante. Juste la vérité d'une femme à bout. La vérité d'une mère qui a perdu son fils et qui sait, au fond d'elle, qu'elle ne s'en remettra pas. À 43 ans, Romy Schneider commence enfin à dire ce qu'elle ressent vraiment. Mais il est tard. Trop tard, peut-être. Le printemps 1982 arrive sur Paris comme tous les printemps. Les terrasses s'ouvrent. Les gens marchent plus lentement. La ville respire. Mais dans l'appartement de Romy Schneider, rue Barbet de Jouy, le temps a une autre texture. Plus lourde. Plus immobile. Romy a 43 ans. Elle vit seule. Sarah, sa fille, a 5 ans et est élevée par son père Daniel Biasini. Romy la voit et elle l'aime. Mais elle n'a plus la force d'être la mère qu'elle voudrait être. Son corps est épuisé. Ses reins fonctionnent mal. Les médicaments sont nombreux. Les nuits sont courtes. Elle travaille encore. Elle prépare des projets. Elle donne rendez-vous. Elle répond au téléphone. Mais ceux qui la côtoient à cette période sentent quelque chose. Une légèreté étrange. Comme quelqu'un qui a décidé, sans le dire, de lâcher prise. Dans les semaines qui précèdent sa mort, Romy Schneider brise le silence d'une manière que peu de gens ont remarqué sur le moment. Pas dans une grande interview télévisée. Pas dans une conférence de presse. Dans des conversations. Dans des lettres. Dans ces petits gestes du quotidien qui disent plus que les discours. Elle appelle des amis qu'elle n'avait pas contactés depuis longtemps. Elle dit merci pour des choses anciennes. Elle parle de David. Elle parle de ce qu'elle ressent vraiment pour la première fois depuis des années. Elle dit qu'elle est fatiguée d'une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Elle dit qu'elle a eu une belle vie malgré tout. Malgré les blessures. Malgré les pertes. Malgré tout. Ces conversations, certains de ses proches les ont rapportées plus tard. Avec émotion. Avec la douleur de n'avoir pas compris, sur le moment, ce qu'elle signifiait vraiment. Le 29 mai 1982, Romy Schneider est retrouvée sans vie dans son appartement parisien. Elle est assise à son bureau. Devant elle, des feuilles. On dit qu'elle écrivait. On dit qu'elle travaillait sur quelque chose. Les versions varient selon les sources. Mais une chose est certaine. Elle n'a pas l'air d'avoir souffert. Elle est là, simplement. Comme posée. La cause officielle est un arrêt cardiaque. Son cœur a lâché. Un cœur fragilisé par les années, par les médicaments, par les opérations, par le chagrin. Un cœur qui a tenu aussi longtemps qu'il a pu. Elle a 43 ans. La nouvelle se répand en quelques heures. En France. En Allemagne. En Autriche. Dans le monde entier. Les journaux font leur une. Les télévisions interrompent leur programme. Le monde pleure Romy Schneider, comme il pleure rarement quelqu'un. Parce qu'elle était plus qu'une actrice. Elle était quelque chose que les gens avaient du mal à nommer. Une présence. Une vérité. Quelque chose de rare. Mais pendant que le monde pleure l'icône, quelqu'un pleure la mère. Sarah Biasini a 5 ans. Elle ne comprend pas encore tout ce que ce jour signifie. Elle comprend juste que sa maman n'est plus là. Et cette compréhension-là, simple et absolue, est la plus douloureuse de toutes. Romy Schneider laisse derrière elle une filmographie exceptionnelle. Plus de 60 films. Des rôles qui ont traversé les décennies. Des images qui ne vieillissent pas. Mais elle laisse aussi autre chose. Ces mots prononcés dans les derniers mois. Ces silences enfin brisés. Cette vérité dite à voix basse à ceux qu'elle aimait. Elle avait mal. Elle était seule. Elle n'avait pas surmonté la mort de son fils. Elle continuait parce que c'est ce qu'elle savait faire. Et elle aimait, malgré tout, avec cette intensité qui l'avait toujours caractérisée. Ce qu'on retient de Romy Schneider dépend de qui on est. Ceux qui ont grandi avec Sissi voient la jeune fille lumineuse en robe de bal.
Ceux qui ont découvert ces films français voient l'actrice au regard profond, capable de tout dire sans ouvrir la bouche. Et ceux qui ont pris le temps de regarder au-delà du mythe voient une femme. Une vraie femme. Avec ses blessures, ses amours, ses deuils, ses silences et ses rares moments de vérité. À 43 ans, Romy a choisi de parler. Pas assez fort pour que tout le monde entende, mais assez pour que ceux qui l'aimaient vraiment comprennent. Elle était prête. Pas à mourir, mais à dire la vérité sur ce qu'avait été sa vie. Et cette vérité-là, elle est plus belle et plus triste que n'importe lequel de ses films. Est-ce que vous connaissiez cette facette de Romy Schneider? Dites-nous en commentaire ce que vous retenez d'elle. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires.